Je pensais rentrer chez moi pour me reposer. J'avais passé la journée entière au jardin, à retourner la terre, arracher les mauvaises herbes, porter des sacs, m'épuiser jusqu'à ne plus sentir mon dos. Dans le bus du retour, j'avais juste un rêve. Pousser la porte de mon appartement, enlever mes chaussures Sells, prendre une douche brûlante et m'écrouler dans mon lit sans parler à personne. Je ne voulais rien d'autre. Juste du silence. Juste la paix. Mais ce soir-là, en glissant ma clé dans la serrure, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. La clé entrait, mais ne tournait pas. J'ai forcé un peu, puis j'ai appuyé sur la poignée et la porte s'est ouverte. Elle n'était même pas verrouillée. Là, j'ai senti un froid me traverser le ventre. J'ai appelé mon mari, une fois, puis deux. Pas de réponse. Et quand je suis entrée dans le couloir, je me suis figée. Devant moi, il y avait un tas de chaussures que je n'avais jamais vues. Des baskets boueuses, des bottes écrasées, des chaussons sales, des bottes d'enfant, de la terre séchée partout. Mon entrée, mon appartement, mon espace ressemblait soudain à celui d'étrangers. Et c'est là qu'elle est apparue. La sœur de mon mari, Léna. Elle avançait tranquillement vers moi, comme si elle était chez elle. Elle portait mon peignoir, celui que je ne mettais qu'après la douche. À ses pieds, il y avait MES chaussons. Elle fumait et elle m'a soufflé sa fumée presque au visage avant de rire d'un air insolent. Elle m'a lancé quelque chose comme « Ah, te voilà enfin, madame la propriétaire. Tu as rapporté des pommes de terre? Parce qu'ici on crève de faim. Ton mari a acheté des pâtes bas de gamme, on ne va pas survivre avec ça. » J'ai posé mes sacs par terre sans la quitter des yeux. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait chez moi. Elle m'a répondu avec ce ton insupportable des gens qui se sentent déjà légitimes. « Je reste ici quelque temps. Il y a des travaux chez moi, c'est invivable. » Ton mari a dit oui. On est de la famille, non? Je me suis tournée vers mon mari. Il était assis dans la cuisine, la tête baissée, incapable de me regarder dans les yeux. Et à cet instant-là, j'ai compris qu'il savait très bien ce qu'il avait fait. Je lui ai demandé calmement s'il avait quelque chose à m'expliquer. Sa voix tremblait. Il a balbutié que sa sœur avait des problèmes, qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle était avec ses enfants, qu'il ne pouvait pas la laisser dehors. Comme si j'étais un monstre pour vouloir comprendre pourquoi on avait transformé mon appartement en squat sans même me prévenir. Puis, je suis allée voir plus loin, jusqu'à la chambre que nous préparions pour notre futur enfant. Cette pièce, c'était mon rêve. On avait choisi un beau papier peint, clair, élégant, cher. On avait réfléchi aux rideaux, à l'ambiance, aux meubles. Ce n'était pas juste une pièce. C'était l'endroit où je déposais mes espoirs les plus intimes. Et quand j'ai vu l'état des murs, j'ai cru que j'allais tomber. Mon papier peint avait été recouvert d'affiches collées de travers, de dessins d'enfants fixés avec du ruban adhésif, de marques de feutre, de traces de doigts. Tout était gâché pointou. J'ai crié son nom si fort que même les murs ont dû trembler. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Et elle, la bouche encore pleine, m'a répondu avec un mépris incroyable que mes murs étaient tristes, qu'elle avait égayé la pièce pour ses enfants, que je devrais presque la remercier. Comme si détruire ce que j'avais construit avec amour était un service rendu. J'avais les poings serrés tellement fort que mes ongles entraient dans ma peau. Mais le pire, c'est que mon mari s'est interposé, non pas pour me défendre, mais pour défendre sa sœur. À ce moment-là, quelque chose a commencé à mourir en moi. Les jours suivants ont été un cauchemar. Mon appartement n'était plus chez moi. C'était devenu une gare, un campement, un lieu de passage où tout le monde faisait ce qu'il voulait. Le matin, impossible d'accéder à la salle de bain parce que Léna s'y enfermait pendant 1 heure en utilisant mes shampoings, mes masques, mes crèmes, mes gommages, tout ce que j'achetais, avec mon argent. Quand je protestais, elle me regardait avec des yeux ronds et me disait « Quoi? Tu travailles, tu en rachèteras? Moi, je suis seule avec mes enfants. Qui va me les payer ?» Ces 2 garçons couraient partout, grimpaient sur les meubles, jetaient des miettes dans les tapis, tapaient sur les portes, dessinaient sur les surfaces. Et mon mari? Il rentrait de plus en plus tard. Officiellement, il avait beaucoup de travail. En réalité, il fuyait. Il fuyait les cris de sa sœur, il fuyait ma colère, il fuyait sa propre lâcheté. Il préférait passer du temps ailleurs plutôt que d'assumer le chaos qu'il avait laissé entrer dans notre vie. Puis est arrivée la facture des charges. Je l'ai ouverte machinalement. Et là, un détail m'a glacée. Nombre d'occupants déclarés, 5. 5. J'ai relu plusieurs fois en pensant avoir mal vu. Puis, j'ai compris. Je suis montée à l'appartement avec le document à la main et je l'ai posé sur les genoux de mon mari. Je lui ai demandé s'il les avait déclarés. Il a commencé à se décomposer. Oui, il avait fait enregistrer temporairement sa sœur et ses enfants à notre adresse, sans me demander mon avis, sans m'en parler.
parce qu'elle avait besoin des aides sociales, des allocations, des avantages, des papiers, des services. Et lui avait trouvé ça normal. Il m'a dit « c'est juste pour 6 mois ». Juste, pour 6 mois. Comme si on parlait d'un sac posé dans un coin. Comme si ce n'était pas un appartement sous crédit. Comme si on n'avait signé aucun contrat. Comme si sa signature a lui annulé mon existence à moi. Je lui ai demandé s'il avait au moins relu le contrat de prêt immobilier. Évidemment non. J'ai dû lui rappeler que dans un bien sous hypothèque, enregistrer des tiers sans l'accord de la banque pouvait constituer une violation grave. Mais Léna, elle, n'avait peur de rien. Elle s'est moquée. Elle a osé me dire que la banque ne ferait rien, que j'étais jalouse, amère, frustrée. Puis elle a prononcé une phrase ignoble, basse, cruelle, exactement là où elle savait faire mal. Elle a insinué que si j'étais si nerveuse, c'était parce qu'elle avait des enfants et moi non. Cette phrase m'a frappée en plein cœur. Parce qu'elle ignorait tout, ou faisait semblant d'ignorer tout ce que j'avais traversé. Les traitements, les espoirs, les rendez-vous, les désillusions, les larmes versées en silence dans la salle de bain. Et pendant qu'elle me plantait son couteau dans la poitrine, mon mari, encore une fois, n'a rien fait. Rien. Il a murmuré qu'on était une famille, qu'il fallait partager, qu'il fallait comprendre. À ce moment-là, je crois que je ne ressentais déjà plus de l'amour, seulement du dégoût. Et comme si cela ne suffisait pas, un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé une paire de grosses bottes d'homme dans l'entrée. Une odeur de sueur et de tabac flottait dans l'air. Dans ma cuisine, assis à ma table, en train de boire dans ma tasse préférée, il y avait un inconnu, un type massif, vulgaire, à l'aise, comme s'il habitait là depuis toujours. Léna, toute fière, m'a annoncé qu'il s'appelait Kolia, qu'elle refaisait sa vie, que c'était un homme sérieux, qu'il travaillait dans un supermarché comme agent de sécurité. Lui m'a regardé, m'a salué comme si j'étais l'invité chez moi, puis a demandé s'il y avait de la bière. Je n'ai même pas répondu. Je suis allée directement dans ma chambre et j'ai commencé à vider les placards de la cuisine. Thé, café, sucre, biscuits, pâtes, tout ce que j'avais acheté, tout ce qui m'appartenait, je l'ai déplacé dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. Là, Léna a explosé. Elle a crié que je cachais de la nourriture aux enfants, que j'étais inhumaine, monstrueuse. Mais je savais très bien pour qui je le faisais. Pas contre les enfants, contre elle, contre son nouveau compagnon, contre cette invasion qui devenait chaque jour plus agressive. Ce soir-là, j'ai appelé la police, parce que l'homme s'était mis à fumer dans ma cuisine comme dans un bar clandestin. Quand ils sont arrivés, j'ai pensé, naïvement, qu'ils allaient au moins faire sortir cet étranger. Mais non, les papiers étaient là. L'enregistrement temporaire de Léna et des enfants existait. L'homme, lui, était présenté comme un simple visiteur. Résultat, personne ne bougeait. Les agents ont à peine levé les yeux. Conflit familial, ont-ils dit? À régler. Entre vous, une simple amende pour la cigarette. Et c'est tout. Quand la porte s'est refermée derrière eux, mon mari est sorti de sa cachette. Oui, il s'était caché pendant toute l'intervention. Et il m'a reproché de faire honte à la famille. Là, je l'ai regardé, longuement, et j'ai su qu'il n'y avait plus de retour possible. Je lui ai répondu très calmement que désormais, je n'essaierai plus de convaincre qui que ce soit. J'allais agir selon la loi.